C'est une étape obligée pour chacun des étudiants recherchant une formation professionnelle, le stage. Mais il ne fera pas que vous former à un métier, c'est aussi un excellent moyen pour en trouver un. CV, lettre de motivation, un véritable casse-tête pour certains. Et pour éviter tous les pièges, nous recevons sur notre plateau de l'Interview Campus Pauline Lahari, fondatrice de MyCV Factory et experte de la recherche d'emploi. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, comment doit-on se préparer à une recherche de stage ? Alors, on peut dire qu'il y a toute une méthode. D'abord, évidemment, avoir les outils qui vont bien. Donc, ça va être forcément le CV, avoir un joli CV avec un contenu qui va bien. Ensuite, une bonne lettre de motivation synthétique qui va vraiment correspondre au poste visé. Et ensuite, surtout, tenter tous les canaux, c'est-à-dire postuler via Facebook, postuler via LinkedIn, se renseigner sur les bonnes personnes à aborder sur LinkedIn. Typiquement, on va aller chercher le nom du recruteur, le nom du directeur par exemple, et on va aller lui parler sur LinkedIn. Donc en fait, essayer de vraiment favoriser tous les canaux de distribution, tous les outils mis à la disposition des étudiants. Et justement, comment on peut cibler ces entreprises et ces patrons ? Alors d'abord, le ciblage d'entreprise, c'est une bonne question parce que souvent les étudiants sont un peu perdus, un peu noyés, c'est-à-dire qu'ils vont postuler un peu par-ci, un peu par-là, sans forcément avoir de stratégie. Moi, je conseille toujours d'avoir d'abord un top 20 d'entreprises qui veulent vraiment, donc ils vont commencer à lister en fait une liste d'entreprises, ça peut être des PME, des startups, des grands groupes, voilà, leur top 20. Ensuite, il faut qu'ils aient une liste de second choix, c'est-à-dire si le premier choix ne leur a pas répondu ou si ça n'a pas marché, alors ils attaquent la prospection des seconds choix. Et une dernière liste encore, les troisièmes choix, c'est si je suis pris quand même à cette entreprise-là, j'irai quand même. Donc une fois qu'ils ont une liste comme ça assez claire et assez stratégique, alors ensuite, ils vont sur le site internet de l'entreprise, ils regardent un peu les offres d'emploi, ils postulent éventuellement par ce biais-là. Mais sur les sites d'entreprise, en général, on peut voir justement le nom de la personne à contacter. Et au lieu peut-être de la contacter comme tout le monde sur le site internet, allez voir sur LinkedIn et ajoutez-la d'abord dans un premier temps et ensuite seulement contactez-la. Proposez un déjeuner, proposez quelque chose d'informel, une discussion par exemple. Et cette démarche sera beaucoup plus saluée que le flot énorme de CV que les entreprises reçoivent. Et justement, pour avoir un peu le stage de ses rêves, est-ce qu'il faut privilégier les candidatures spontanées ou répondre plus aux offres de stage qui sont disponibles ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des offres de stage ne sont pas publiées et que beaucoup de personnes sont prises en fait en spontané. Il y a beaucoup de sous-marins comme ça, d'offres en fait qui ne sont pas publiées et qui pourtant existent. Donc ça, c'est une très bonne stratégie de faire de la candidature spontanée. Il ne faut pas hésiter à le faire. Pour moi, il faut mélanger un peu de tout. Il faut faire un peu de spontané via LinkedIn, via des réseaux un peu originaux et postuler à une offre qui existe vraiment sur tous les sites qu'on peut voir. Donc une fois qu'on a bien ciblé les entreprises, qu'est-ce qu'on doit préparer en premier ? Eh bien, l'accroche déjà, l'idée c'est de déclencher un entretien, c'est notre première stratégie. Donc comment on fait ? Déjà, le mail qui va accompagner la candidature, il faut qu'il soit synthétique, il faut qu'il soit percutant. Ce n'est pas une lettre de motivation, c'est un mail de motivation. Et donc là, il y a toute une stratégie à adopter, qu'est-ce qu'on doit dire, etc. pour que la personne ait envie d'ouvrir la pièce jointe. Une fois qu'elle a ouvert la pièce jointe, c'est un très bon signe. Il faut ensuite intéresser sur son CV. Donc là, évidemment, on sait qu'un recruteur passe environ une dizaine de secondes sur le CV. Donc il faut vraiment que l'accroche soit percutante. En général, on lit l'entête du CV. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur qu'est-ce qu'on lit en général sur le CV, sur la page. Et en général, tout ce qui va être en milieu de fin, le haut de la page est tout le temps lu, par contre le bas de la page nettement moins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en stratégie, dans le contenu, il faut que le contenu soit très attractif, très synthétique, il faut qu'on ait toutes les informations globalement en haut de page. Alors justement, ça revient un peu à la question que je voulais vous poser, comment bien établir son CV ? Eh bien alors là encore, il y a toute une stratégie à adopter. Il faut donc en effet avoir ce haut de page extrêmement bien agencé avec les informations attendues. Typiquement les contacts, la photo, il faut vraiment que tout soit en tête du CV. Moi je rajoute toujours un lien LinkedIn pour que le recruteur puisse justement cliquer sur le lien et être redirigé directement vers le profil du candidat. Moi je trouve ça très très bien. Je rajoute toujours des mots-clés en tête du CV. Donc ça veut dire je suis chef de projet marketing par exemple, donc je vais mettre des mots-clés comme chef de projet, marketing, management d'équipe, des mots-clés qui ont un rapport avec l'offre de stage. Et je vais en mettre d'ailleurs un peu partout dans mon CV, les mots-clés, c'est très important. On peut même dédier une rubrique dédiée à ça, expertise ou alors savoir-être,
savoir-faire. Essayez vraiment de varier les noms aussi des rubriques. On en a marre de voir tout le temps intérêt, de voir tout le temps loisirs. Voilà, il faut essayer de varier un tout petit peu. On peut mettre à propos de moi ou pourquoi moi. Essayez vraiment d'attirer en fait l'attention, qu'on se dise ah ben ce candidat-là, cette candidate-là, elle a fait l'effort d'avoir quelque chose d'original. Et quand on est sur l'onglet formation professionnelle, est-ce qu'on doit parler de ces formations et de ces expériences, est-ce qu'il faut mieux privilégier la chronologie des expériences ou l'attrait des expériences par rapport à l'entreprise? Alors moi, je valorise vraiment l'expérience en elle-même, pas forcément dans l'ordre chronologique. Souvent, les étudiants sont très surpris et ils me répondent mais les dates, du coup, ça ne convient pas, ça va être un peu bizarre de faire comme ça. Mais non, c'est-à-dire qu'un recruteur, s'il commence à lire un CV et qu'en fait, la dernière expérience en date ne correspond pas du tout à l'offre visée, on ne va pas comprendre. On va se dire mais que fait ce candidat? Pourquoi il postule chez moi? Et on ne va peut-être pas faire l'effort de lire la suite et là de découvrir qu'en fait le candidat est très bien pour ce poste. Donc échangez, mettez le dernier poste le plus percutant pour le poste visé et du coup on attire tout de suite l'œil sur les choses importantes et ça c'est important de le faire. Et justement, est-ce qu'il faut avoir des CV un petit peu originaux ou alors est-ce qu'il y a quand même une sorte de charte à suivre? Alors, on peut être original, bien sûr. Il y a beaucoup de métiers qui le demandent, en communication, en marketing, événementiel. On peut se permettre un petit peu tout, je dirais, tant qu'on respecte certaines règles. En lisibilité, en clarté, il faut toujours quand même qu'on voit les contacts, qu'il y ait une photo ou pas, selon si on est confortable avec ça ou pas. Après, moi je rajoute toujours un petit paragraphe qui s'appelle profil et objectif ou à propos de moi, par exemple, qui va en fait donner du contexte à la candidature. C'est-à-dire que je vais expliquer un tout petit peu de ma lettre de motivation sur le CV, comme ça on n'a pas forcément à lire cette lettre, et on va dire, après tant et tant d'expérience dans tel et tel secteur en stage avant, je souhaite maintenant m'orienter vers telle et telle industrie parce que j'aime ci et ça. L'idée c'est d'expliquer un peu aux recruteurs pourquoi on veut ce poste et pourquoi on est le bon candidat. Et est-ce qu'il y a un code couleur? Parce que ça paraît un peu anodin comme question, mais beaucoup de personnes qui créent leur premier CV se posent la question. Absolument. Est-ce qu'il faut choisir du bleu, du rouge, du jaune? Est-ce qu'il y a un code un peu? Absolument, il y a des codes, tout comme en fait, quand on crée un logo pour une entreprise, il y a des codes couleurs selon certains secteurs. Et bien pour les CV, c'est globalement pareil, on va dire. Le bleu est une couleur qu'on va énormément utiliser parce que c'est une couleur qui donne de l'action, donne de l'impulsion, elle donne envie. Voilà, c'est les études qui ont été créées là-dessus. Donc évidemment, je conseille le bleu. Maintenant, il y a tellement de bleus, choisissez un bleu qui change un petit peu pour éviter de ressembler aux camarades d'à côté. Après, en finance ou ingénieur, on va voir pas mal de rouge. Il ne faut pas hésiter à mettre ce genre de couleurs qui sont passionnées. C'est une couleur qui égaye, qui illumine un peu. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Et de plus en plus, moi, je vois des CV jaune moutarde qui sont très jolis. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à mettre de la couleur. Ça apporte un vrai plus, je trouve, à la candidature. Maintenant, tout est possible tant qu'on l'assume, en fait. Et la deuxième partie donc, de cette candidature, c'est la lettre de motivation. Et est-ce que la lettre de motivation sert réellement à quelque chose au final? Alors la lettre de motivation peut faire la différence entre deux candidats qu'on n'arrive pas à départager, par exemple. Donc c'est-à-dire que voilà, on a plusieurs candidats, ils ont tous globalement les mêmes profils, les mêmes études, et on n'arrive pas forcément à se dire lui ou lui. Et du coup, on va lire la lettre de motivation, et si elle nous plaît, alors oui, ça permettra peut-être de déclencher une embauche. Donc il faut qu'elle vous ressemble, qu'elle soit synthétique, qu'elle soit sans faute d'orthographe. Ça, c'est quand même vraiment important parce que j'en vois toujours avec des fautes d'orthographe. C'est pareil sur le CV, je suppose. C'est pareil pour le CV. Et malheureusement, une lettre ou un CV avec une faute, c'est rédhibitoire. Et du coup, des codes aussi pour la lettre de motivation. On ne sait jamais trop s'il faut flatter plus ou moins l'entreprise, se vendre, expliquer un petit peu ses motivations. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, l'idée, c'est de parler un peu de soi, mais de parler un petit peu de l'entreprise, c'est-à-dire de faire un lien entre moi et l'entreprise et pourquoi moi, je vais pouvoir apporter ça, ça et ça à une entreprise. L'idée, c'est que quand le recruteur va lire cette lettre, ils doivent se dire, lui, il nous a compris, lui, il sait notre culture d'entreprise, plutôt quelque chose finalement sur les valeurs de l'entreprise. Et cette personne va très bien se projeter et s'intégrer dans l'entreprise. Donc, il faut qu'ils mettent en avant quand même
des valeurs, des compétences et des choses en fait que l'entreprise représente. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours regarder le site internet de l'entreprise, de s'imprégner de cette culture d'entreprise. Et dans la lettre, il faut que ça transpire comme ça à chaque fois, à chaque paragraphe. En fait, il faut que ça soit un petit peu comme un début d'entretien, parce que l'entretien, c'est Absolument. ça, de voir si un profil correspond à une entreprise. Ouais. La lettre de motivation, en fait, c'est une sorte de pré-entretien. C'est une sorte de pré-entretien. En plus, c'est à l'écrit, donc c'est encore plus difficile, je trouve. Et attention aux mots-clés choisis. Je vois beaucoup création, créativité, dynamique, motivé. Tous ces mots-clés-là, c'est vrai qu'on les a beaucoup vus. Et du coup, personne ne se démarque vraiment en disant ça. Donc, soyez vraiment impactant sur le choix des mots-clés que vous choisissez. Et prouvez toujours ce que vous avancez. J'ai déjà vu beaucoup de lettres en disant qu'ils ont un certain leadership. Bon voilà, quand on a 20 ans, qu'on fait preuve de leadership, j'aimerais quand même en savoir un peu plus. Et souvent, ils sont là, je n'ai pas vraiment de... J'ai dit ça comme ça, j'ai vu que ça faisait bien. Eh bien non, il faut avoir une preuve derrière. Est-ce que tu as eu des projets que tu as justement menés avec leadership, avec brio, etc. Donc il faut toujours prouver ce qu'on écrit. En tant que fondatrice de MyCV Factory, un jeune qui va en entretien, quel conseil vous lui donneriez ? D'enlever la casquette. J'ai pas mal vu ce genre d'accoutrement. Donc attention à comment on est habillé parce que ça véhicule une image de soi qui peut être positive ou négative. Donc attention à ça, à l'apparence, voilà. Ne pas se tromper d'apparence, c'est-à-dire que si je postule en banque, dans une grande banque suisse par exemple, oui je viens en costume évidemment. Je postule en start-up, en marketing, on va peut-être me regarder étonnamment si je viens en costume. Donc adapter en fait l'apparence au style de l'entreprise aussi. Si quelqu'un vient habillé d'une manière complètement inhabituelle pour cette start-up, on ne va pas forcément se projeter avec ce candidat. On va se dire il n'est pas dans la culture de l'entreprise, encore une fois, on parle de culture d'entreprise. Donc il faut faire attention à ça, à adapter finalement au secteur et à ce qu'on attend d'eux. Madame Larry, merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez compris, il ne faut pas négliger ses expériences personnelles et professionnelles, mais aussi savoir se mettre en valeur. Nous nous retrouvons très prochainement pour une autre émission. À bientôt.